Je voudrais commencer par remercier Muriel Flistrève et René Friedman de m'avoir invité et donc d'une certaine manière de remercier William. Le mot psychédélique a été inventé dans les années 50 dans un dialogue entre un psychiatre anglais qui s'appelle Humphrey Osmond et celui qui a écrit Le meilleur des mondes, Aldous Huxley. Alors psychédélique, littéralement, ça veut dire qui révèle la psyché, qui révèle l'âme. L'histoire moderne des psychédéliques commence pendant la Deuxième Guerre mondiale en Suisse, en 1943. Alors l'histoire, je vais essayer de la raconter rapidement. Il y a un chimiste des laboratoires Sandoz qui s'appelle Albert Hofmann et qui travaille sur des dérivés de l'ergot de seigle. Et il en étudie, on est en 1938, 25. Alors ces dérivés de l'ergot de seigle, en allemand ça se dit lysergique-Säure-diéthylamide, LSD, et il y en a 25, dont il y en a un, c'est le 25. Je ne le dis pas bien. Ces substances finalement vont s'avérer décevantes, mais rester dans son laboratoire, et 5 ans après, en 1943, il va peut-être, en se frottant les yeux, en consommer un petit peu. Il va rentrer chez lui à vélo. Il va ressentir ces modifications du temps, de l'espace, des sons, des couleurs. Et puis, finalement, on va identifier cette substance, un puissant hallucinogène. Le mot convient mal, d'ailleurs, parce que les gens savent que c'est parce qu'ils ont consommé cette substance qu'ils ressentent toutes ces transformations. Mais il y a un élément qui vient très rapidement troubler les choses, c'est que le LSD agit non pas avec quelques milligrammes ou quelques dizaines de milligrammes, mais avec des microgrammes, des millièmes de milligrammes. Et disons, une expérience de LSD, ça se situe entre 100 et 200 microgrammes. Le laboratoire va mettre à disposition des chercheurs que ça intéresse cette molécule dont on ne sait pas très bien quoi faire, mais dont on voit qu'elle est extrêmement puissante. Et la première hypothèse qui va être travaillée, c'est de se dire que peut-être que le LSD est un psychotomimétique. Alors le mot est compliqué, mais l'idée est très simple. Peut-être que le LSD reproduit en quelque sorte expérimentalement des états psychotiques. Mais on va abandonner assez rapidement cette idée parce que les personnes psychotiques, la psychose c'est la plus grave, on va dire, des maladies mentales pour aller vite, les personnes psychotiques qui traversent des périodes de délire ou d'hallucination sont dans des états d'anxiété extrême, alors qu'il semble que dans la très grande majorité des cas, les gens qui font l'expérience d'une prise de LSD en ressentent plutôt des bienfaits et que, en dehors de quelques circonstances qu'on appelle en bon français des bad trips, les choses se passent plutôt bien. Je vous résume les choses, mais pendant toutes les années 50 et jusqu'au milieu des années 60, on va beaucoup travailler sur cette question et les pionniers vont aboutir à quelques idées importantes. Alors la première, c'est dans quel domaine est-ce que les psychédéliques pourraient être intéressants ? Le premier domaine, et qui n'est pas le moindre, c'est celui de la fin de vie ou de l'annonce du diagnostic d'une maladie grave. Habituellement, les personnes qui s'approchent de la mort ou les personnes à qui on annonce une nouvelle de cet ordre commencent à vivre dans un état d'extrême anxiété, d'extrême angoisse et cessent de profiter de la vie, des choses qu'ils aiment, de leur famille, de leurs amis. Et il semblait que les personnes qui avaient consommé un psychédélique voyaient cette obsession de la mort s'éloigner et étaient capables de vivre les derniers moments, semaines, mois, années, parfois de leur vie pleinement. Le deuxième domaine, c'est celui des dépressions résistantes, c'est-à-dire résistantes au traitement habituel, et aussi les psychotraumatismes, ce que les Américains appellent PTSD, Post-Traumatic Syndrome Disorders. Alors, par exemple, les soldats américains, c'est une affaire qui intéresse beaucoup les Américains, les soldats américains rentrés d'Irak ou d'Afghanistan sont nombreux à avoir des PTSD, leur vie est infernale, une porte claque,
qui se mettent à hurler de terreur, ils sont envahis par des cauchemars, etc., etc. Et puis le dernier domaine, c'est celui des addictions, et en particulier, il y a eu dans ces années-là beaucoup de travaux sur l'alcool, sur l'alcoolisme. Alors il y a un point commun entre ces trois grands domaines, et c'est celui de la répétition. Wiederholungsfang, disait Freud, qui considérait que la compulsion de répétition était un des points importants de ces théories. Répétition de la consommation d'un toxique, rumination permanente et toujours identique du déprimé, anxiété permanente devant la mort qui s'approche. Il y a eu à la fin des années 50 la découverte d'un autre psychédélique, mais je suis obligé d'aller vite, qui s'appelle la psilocybine, qui, elle, est un psychédélique naturel, contrairement à LSD. Et la psilocybine, c'est le principe actif d'un champignon qui était utilisé par certaines populations au Mexique et qui s'appelle le psilocybe. Les gens qui faisaient des recherches dans ce domaine, d'une part, étaient impressionnés par les propriétés de ces substances, et d'autre part, sentaient que c'était quand même un sujet compliqué. Et leur idée à l'époque, c'était de convaincre les élites de l'intérêt de ces substances, et puis, dans un deuxième temps, le peuple serait convaincu. Ce serait une stratégie top-down, comme on dit aujourd'hui, du haut vers le bas. Mais en fait, les choses ne se sont pas du tout passées comme ça, et habituellement, on considère qu'il y a un responsable à cette situation. C'est un brillant psychologue de Harvard qui s'appelle Timothy Leary, qui a commencé à délivrer du LSD à ses étudiants. Il a assez rapidement été viré de Harvard. Il a commencé à faire de manière très bruyante la promotion du LSD en expliquant que le LSD allait entièrement changer la société. Et il y a une vague de consommation de LSD, aussi de psilocybine, mais surtout de LSD, qui a démarré dans les années 63-64 aux États-Unis, qui a duré assez longtemps. En tout cas, en 1968, la Californie interdit les psychédéliques. Le laboratoire Sandoz, qui délivrait le Délysite, c'était le nom qu'avait le LSD à l'époque, cesse de le faire parvenir aux différentes équipes de recherche, et tout s'arrête. À la fin des années 60, tout s'arrête. Il y a une grande convention internationale en 1971 qui classe tous les psychédéliques comme des substances dangereuses et sans aucun intérêt thérapeutique. Fin de l'histoire. Et ce qui est troublant, c'est que pendant 30 ans, tout ou à peu près tout de cette période a été oublié. Les milliers d'articles qui ont été écrits, même si les choses n'étaient pas toujours faites de manière rigoureuse comme elles peuvent l'être aujourd'hui, les différentes conférences qui avaient eu lieu, tout ça est oublié, disparaît, et ça n'est qu'à la toute fin des années 90, début des années 2000, que les autorités américaines donnent l'autorisation de mettre en place un certain nombre d'essais. Aujourd'hui, 20 ans après, on est dans un extraordinaire psychédélique revival, parce que si vous prenez la presse, dans la plupart des grands journaux, il y a eu des papiers sur ce qui se passe dans ce domaine. Il y a deux choses que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en dehors de ces trois domaines dont je parlais, la fin de vie, les dépressions résistantes et les addictions, les pionniers avaient remarqué deux choses. La première, c'est que les psychédéliques habituellement produisent une expérience mystique, et plus cette expérience est profonde, meilleurs sont les résultats, ce qui était un peu embarrassant sur le plan scientifique, parce que la science et la mystique font pas nécessairement bon ménage. Et puis il y a une deuxième chose qu'ils avaient comprise, qu'on appelle le set and setting, c'est-à-dire ce que les gens ont dans leur tête, les peurs qu'ils peuvent avoir, les espoirs, leurs croyances religieuses, toutes sortes de choses interviennent dans l'expérience, et puis l'environnement physique est très important. Ça peut pas être une chambre d'hôpital où il y a des gens qui rentrent et des gens qui sortent avec une lumière forte. Il
faut que ce soit des lieux sécurisés, dans lesquels la lumière n'est pas trop intense, les personnes sont habituellement allongées, elles ont un masque sur les yeux et il y a une bande musicale qui passe. Si ce set and setting est respecté, eh bien, dans l'immense majorité des cas, et il y a eu quand même beaucoup d'essais cliniques ces 20 dernières années, les choses se passent très bien. Actuellement, il y a 2 molécules qui sont au bord d'être légalisées par la Food and Drug Administration américaine. La première, j'en ai pas encore parlé, c'est pas un psychédélique vrai, c'est la plus psychédélique des amphétamines, c'est la MDMA, la méthylène dioxyméthamphétamine. La MDMA, c'est supposé être le principe actif de l'ecstasy, hein. Donc voilà, c'est une amphétamine psychédélique. On dit que la MDMA appartient à ces substances qui sont empathogènes, hein, qui créent une empathie avec l'autre, ou antactogènes, qui créent le besoin d'un contact avec l'autre. Or, c'est précisément dans les PTSD, dans ces syndromes post-traumatiques, que la MDMA est intéressante, et le cadre dans lequel les choses se passent est très très différent de ce qui se passe dans le champ de la psychiatrie habituellement. C'est que ça n'est pas du tout quelque chose, une substance qu'on va prendre tous les jours, comme on prend un neuroleptique ou un antidépresseur, mais c'est une ou quelques expériences, 2, 3 expériences, et qui vont donner des résultats qui vont durer dans le temps. S'il n'y avait pas eu le Covid, il est probable que la MDMA aurait aujourd'hui aux États-Unis une indication dans les PTSD. Il y a un deuxième domaine qui est très avancé, c'est celui des dépressions résistantes, et donc c'est l'utilisation de la psilocybine dans les dépressions résistantes qui probablement va être légalisée dans les années qui viennent. Donc les choses ont quand même beaucoup avancé. Sur le plan scientifique, on a fait de grands progrès dans la compréhension des mécanismes de ces substances, et il y a un certain nombre de pays qui sont très avancés sur ces questions. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël et la Suisse sont probablement les 4 pays les plus avancés sur ces questions. Pour certains, c'est l'avenir ou un des avenirs de la psychiatrie qui se joue dans cette affaire, d'autant que actuellement, le champ des médicaments en psychiatrie est tout à fait immobile. Il ne se passe rien d'intéressant depuis très longtemps. Alors il y a une chose qu'on peut regretter, c'est que la France se soit mise très tardivement à s'intéresser à cette question, mais actuellement il y a une série d'essais, de projets d'essais cliniques qui sont en route, et on peut espérer que dans des temps relativement proches, elle participera à cette aventure scientifique et médicale. Voilà, je vous remercie. Ah oui. Pardon, j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que je viens de publier un livre et il y a un flyer que j'ai oublié de garder, que j'ai donné à William, et donc je le déposerai, pardon, il y a une librairie, je crois, au-dessus, et donc je le déposerai, vous aurez la première de couve et la 4e pour avoir une idée. Merci, voilà.